Un dimanche, pendant ma lecture au jardin, je fus dérangé par Swann qui venait voir mes parents. Qu'est-ce que vous lisez? On peut regarder? Tiens, du Bergotte. Qui donc vous a indiqué ces ouvrages? Je lui dis que c'était Bloch. Ah oui, ce garçon que j'ai vu une fois ici, qui ressemble tellement au portrait de Mahomet II par Bellini. Oh, c'est frappant. Il a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez recourbé, les mêmes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche, ce sera la même personne. En tout cas, il a du goût, car Bergotte est un charmant esprit. En voyant combien j'avais l'air d'admirer Bergotte, Swann, qui ne parlait jamais des gens qu'il connaissait, fit, par bonté, une exception, et me dit « Je le connais beaucoup. Si cela pouvait vous faire plaisir, qu'il écrive un mot en tête de votre volume, je pourrais le lui demander. » Je n'osais pas accepter, mais posai à Swann des questions sur Bergotte. Est-ce que vous pourriez me dire quel est l'acteur qu'il préfère ? L'acteur, je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'égale aucun artiste homme à la Berma, qu'il met au-dessus de tout. L'avez-vous entendu ? Non, monsieur, mes parents ne me permettent pas d'aller au théâtre. C'est malheureux. Vous devriez le leur demander. La Berma dans Phèdre, dans le Cid. Ce n'est qu'une actrice, si vous voulez, mais vous savez, je ne crois pas beaucoup à la hiérarchie des arts. Et je remarquai, comme cela m'avait souvent frappé dans ses conversations avec les sœurs de ma grand-mère, que quand il parlait de choses sérieuses, quand il employait une expression qui semblait impliquer une opinion sur un sujet important, il avait soin de l'isoler dans une intonation spéciale, machinale et ironique, comme s'il l'avait mise entre guillemets, semblant ne pas vouloir la prendre à son compte et dire « la hiérarchie, vous savez », comme disent les gens ridicules. Mais alors, si c'était un ridicule, pourquoi disait-il la hiérarchie ? Un instant après, il ajouta « Cela vous donnera une vision aussi noble que n'importe quel chef-d'œuvre. Je ne sais pas, moi, que... » Et il se mit à rire. Les reines de Chartres. Jusque-là, cette horreur d'exprimer sérieusement son opinion m'avait paru quelque chose qui devait être élégant et parisien, et qui s'opposait au dogmatisme provincial des sœurs de ma grand-mère. Et je soupçonnais aussi que c'était une des formes de l'esprit dans la coterie où vivait Swann, et où, par réaction sur le lyrisme des générations antérieures, on réhabilitait à l'excès les petits faits précis, réputés vulgaires autrefois, et on proscrivait les phrases. Mais maintenant, je trouvais quelque chose de choquant dans cette attitude de Swann en face des choses. Il avait l'air de ne pas oser avoir une opinion, et de n'être tranquille que quand il pouvait donner méticuleusement des renseignements précis. Mais il ne se rendait donc pas compte que c'était professer l'opinion, postuler que l'exactitude de ces détails avait de l'importance. Je repensais alors à ce dîner, où j'étais si triste parce que maman ne devait pas monter dans ma chambre, et où il avait dit que les bals chez la princesse de Léon n'avaient aucune importance. Mais c'était pourtant à ce genre de plaisir qu'il employait sa vie. Je trouvais tout cela contradictoire. Pour quelle autre vie réservait-il de dire enfin sérieusement ce qu'il pensait des choses, de formuler des jugements qu'il put ne pas mettre entre guillemets, et ne plus se livrer avec une politesse pointilleuse à des occupations dont il professait en même temps qu'elles sont ridicules. Je remarquai aussi dans la façon dont Swann me parla de Bergotte quelque chose qui en revanche ne lui était pas particulier, mais au contraire était dans ce temps-là commun à tous les admirateurs de l'écrivain, à l'ami de ma mère, au docteur du Boulbon. Comme Swann, il disait de Bergotte « C'est un charmant esprit, si particulier. Il a une façon à lui de dire les choses, un peu cherchée, mais si agréable. On n'a pas besoin de voir la signature, on reconnaît tout de suite que c'est de lui. » Mais aucun n'aurait été jusqu'à dire C'est un grand écrivain, il a un grand talent. Il ne disait même pas qu'il avait du talent. Il ne le disait pas parce qu'il ne le savait pas. Nous sommes très longs à reconnaître dans la physionomie particulière d'un nouvel écrivain le modèle qui porte le nom de grand talent dans notre musée des idées générales. Justement, parce que cette physionomie est nouvelle, nous ne la trouvons pas tout à fait ressemblante à ce que nous appelons talent. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse, force. Et puis un jour, nous nous rendons compte que c'est justement tout cela, le talent. Est-ce qu'il y a des ouvrages de Bergotte où il est parlé de la Berma ? Demandai-je à M. Swann. Je crois dans sa petite plaquette sur Racine, mais elle doit être épuisée. Il y a peut-être eu cependant une réimpression. Je m'informerai. Je peux d'ailleurs demander à Bergotte tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de semaine dans l'année où il ne dîne à la maison. C'est le grand ami de ma fille. Ils vont ensemble visiter les vieilles villes, les cathédrales, les châteaux. Comme je n'avais aucune notion sur la hiérarchie sociale, depuis longtemps, l'impossibilité que mon père trouvait à ce que nous fréquentions Madame et Mademoiselle Swann avait eu plutôt pour effet
en me faisant imaginer entre elles et nous de grandes distances, de leur donner à mes yeux du prestige. Je regrettais que ma mère ne se teignît pas les cheveux et ne se mit pas de rouge aux lèvres, comme j'avais entendu dire par notre voisine, Madame Sazora, que Madame Swann le faisait pour plaire non à son mari, mais à Monsieur de Charlus. Et je pensais que nous devions être pour elle un objet de mépris, ce qui me peinait surtout à cause de Mademoiselle Swann, qu'on m'avait dit être une si jolie petite fille et à laquelle je rêvais souvent en lui prêtant chaque fois un même visage arbitraire et charmant. Mais quand j'eus appris ce jour-là que Mademoiselle Swann était un être d'une condition si rare, baignant comme dans son élément naturel au milieu de tant de privilèges, que quand elle demandait à ses parents s'il y avait quelqu'un à dîner, on lui répondait par ces syllabes remplies de lumière, par le nom de ce convive d'or qui n'était pour elle qu'un vieil ami de sa famille, Bergotte, que pour elle la causerie intime à table, ce qui correspondait à ce qu'était pour moi la conversation de ma grand-tante, c'était des paroles de Bergotte, sur tous ces sujets qu'il n'avait pu aborder dans ses livres et sur lesquels j'aurais voulu l'écouter rendre ses oracles, et qu'enfin, quand elle allait visiter des villes, il cheminait à côté d'elle, inconnus et glorieux, comme les dieux qui descendaient au milieu des mortels. Alors je sentis, en même temps que le prix d'un être comme Mademoiselle Swann, combien je lui paraîtrais grossier et ignorant, et j'éprouvais si vivement la douceur et l'impossibilité qu'il y aurait pour moi à être son ami, que je fus rempli à la fois de désir et de désespoir. Le plus souvent maintenant, quand je pensais à elle, je la voyais devant le porche d'une cathédrale, m'expliquant la signification des statues, et avec un sourire qui disait du bien de moi, me présentant comme son ami à Bergotte. Et toujours le charme de toutes les idées que faisaient naître en moi les cathédrales, le charme des coteaux de l'Île-de-France et des plaines de la Normandie, faisait refluer ses reflets sur l'image que je me formais de Mademoiselle Swann. C'était être tout prêt à l'aimer. Que nous croyons qu'un être participe à une vie inconnue, où son amour nous ferait pénétrer, c'est de tout ce qu'exige l'amour pour naître, ce à quoi il tient le plus et qui lui fait faire bon marché du reste. Même les femmes qui prétendent ne juger un homme que sur son physique voient en ce physique l'émanation d'une vie spéciale. C'est pourquoi elles aiment les militaires, les pompiers. L'uniforme les rend moins difficiles pour le visage. Elles croient baiser sous la cuirasse un cœur différent, aventureux et doux, et un jeune souverain, un prince héritier, pour faire les plus flatteuses conquêtes dans les pays étrangers qu'il visite, n'a pas besoin du profil régulier qui serait peut-être indispensable à un coulissier. Tandis que je lisais au jardin, ce que ma grand-tante n'aurait pas compris que je fisse en dehors du dimanche, jour où il est défendu de s'occuper à rien de sérieux et où elle ne cousait pas, un jour de semaine, elle m'aurait dit « Comment ? Tu t'amuses encore à lire ? Ce n'est pourtant pas dimanche », en donnant au mot amusement le sens d'enfantillage et de perte de temps. Ma tante Léonie devisait avec Françoise en attendant l'heure de Laly. Elle lui annonçait qu'elle venait de voir passer Madame Goupil, sans parapluie, avec la robe de soie qu'elle s'est fait faire à Châteaudun. Si elle a loin à aller avant Vêpres, elle pourrait bien la faire saucer. Peut-être, peut-être. Ce qui signifiait peut-être non, disait Françoise, pour ne pas écarter définitivement la possibilité d'une alternative favorable. Tiens, disait ma tante en se frappant le front, cela me fait penser que je n'ai point su si elle était arrivée à l'église après l'élévation. Il faudra que je pense à le demander à Eulalie. Françoise, regardez-moi ce nuage derrière le clocher et ce mauvais soleil sur les ardoises. Bien sûr que la journée ne se passera pas sans pluie. Ce n'était pas possible que cela reste comme ça. Il faisait trop chaud. Et le plus tôt sera le mieux, car tant que l'orage n'aura pas éclaté, mon eau de Vichy ne descendra pas, ajoutait ma tante, dans l'esprit de qui le désir de hâter la descente de l'eau de Vichy l'emportait infiniment sur la crainte de voir Madame Goupil gâter sa robe. Peut-être, peut-être. Et c'est que, quand il pleut sur la place, il n'y a pas grand abri. Comment, 3 heures ? S'écriait tout à coup ma tante en pâlissant. Mais alors les vêpres sont commencées ? J'ai oublié ma pepsine ? Je comprends maintenant pourquoi mon eau de Vichy me restait sur l'estomac. Et, se précipitant sur un livre de messe relié en velours violet, monté d'or, et d'où, dans sa hâte, elle laissait s'échapper de ces images bordées d'un bandeau de dentelle de papier jaunissante, qui marque les pages des fêtes, ma tante, tout en avalant ses gouttes, commençait à lire au plus vite les textes sacrés, dont l'intelligence lui était légèrement obscurcie
par l'incertitude de savoir si, prise aussi longtemps après l'eau de Vichy, la pepsine serait encore capable de la rattraper et de la faire descendre. 3 heures, c'est incroyable ce que le temps passe. Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère comme des grains de sable qu'on eût laissé tomber d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel, c'était la pluie. Eh bien, Françoise, qu'est-ce que je disais? Ce que cela tombe! Mais je crois que j'ai entendu le grelot de la porte du jardin. Allez donc voir qui est-ce qui peut être dehors par un temps pareil. Françoise revenait. C'est Madame Amédée, Ma grand-mère. qui a dit qu'elle allait faire un tour. Ça pleut pourtant fort. Cela ne me surprend point, disait ma tante en levant les yeux au ciel. J'ai toujours dit qu'elle n'avait point l'esprit fait comme tout le monde. J'aime mieux que ce soit elle que moi qui soit dehors en ce moment, Madame Amédée, c'est toujours tout l'extrême des autres. disait Françoise avec douceur, réservant pour le moment où elle serait seule avec les autres domestiques, de dire qu'elle croyait ma grand-mère un peu piquée. Voilà le salut passé. Eulalie ne viendra plus, soupirait ma tante. Ce sera le temps qui lui aura fait peur. Mais il n'est pas 5 heures, Madame Octave, il n'est que 4h30. Que 4h30 ? Et j'ai été obligée de relever les petits rideaux pour avoir un méchant rayon de jour ? À 4h30 ? 8 jours avant l'érogation ? Ah, ma pauvre Françoise, il faut que le bon Dieu soit bien en colère après nous. Aussi, le monde d'aujourd'hui en fait trop. Comme le disait mon pauvre Octave, on a trop oublié le bon Dieu et il se venge. Une vive rougeur animait les joues de ma tante, c'était Eulalie. Malheureusement, à peine venait-elle d'être introduite que Françoise rentrait, et avec un sourire qui avait pour but de se mettre elle-même à l'unisson de la joie qu'elle ne doutait pas que ses paroles allaient causer à ma tante, articulant les syllabes pour montrer que, malgré l'emploi du style indirect, elle rapportait en bonne domestique les paroles mêmes dont avait daigné se servir le visiteur. Monsieur le curé serait enchanté, ravi, si Madame Octave ne repose pas et pouvait le recevoir. Monsieur le curé ne veut pas déranger. Monsieur le curé est en bas, j'y ai dit d'entrer dans la salle.